Bonjour, aujourd'hui on va attaquer un sujet autour des large language models et de Neo4j et surtout des applications très concrètes et de l'impact que ça peut avoir dans notre organisation du travail au quotidien et les gains de performance et également les aspects de coût. Donc si on regarde la partie générative, IA générative, donc là je vais aller sur la page Neo4j. Je vais vous montrer où est-ce qu'on se positionne. Donc dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va se positionner sur l'intégration avec les services OpenAI. Donc on va vraiment mettre le focus ici. C'est pas que les autres sujets sont moins intéressants, loin de là, mais aujourd'hui le sujet ça va vraiment être ça. Donc à quoi ça peut bien servir des ponts entre Neo4j et les large language models? Quel genre de problème on peut résoudre avec ça? Donc nous on va se positionner dans un cas où vraiment on est sur un cas réel, et je vais vous montrer lequel. Et voilà, donc nous on va être dans des cas d'usage réels et on va utiliser en fait le langage naturel, donc NLP, un Natural Language Processing, une interface de langage. On va pouvoir poser des questions à notre base de connaissances. Donc voilà le cadre de ce qu'on va avoir aujourd'hui. Et on va disposer d'une interface utilisateur, d'une application qui va être dessous. Donc tout ça, on va voir comment interagir de manière transparente et aisée, et surtout en no code. Donc voilà. Alors, le cas réel, on va aller se positionner tout de suite dessus. Donc c'est un cas qu'on utilise, c'est une application, c'est un knowledge graph, on va dire, qu'on utilise au quotidien dans mon bureau. Voilà. Alors, récemment, il y a une news qui est tombée, et c'est ce qui a généré la création de ce contenu. Voilà, c'est ce tweet. Donc récemment, Neo4j, la partie NeoDash, donc la partie tableau de bord no code ou low code, a sorti une nouvelle version qui permet d'accéder au LLM, et en l'occurrence celui d'OpenAI. Donc en fait, on va utiliser GPT pour répondre à des questions complexes. Donc le contexte, c'est NeoDash. Donc NeoDash est une solution pour faire des tableaux de bord de manière très intuitive et très pratique. Et donc on peut délivrer des tableaux de bord prêts à l'emploi à des tierces personnes pour qu'ils viennent consommer des indicateurs, par exemple, sans avoir besoin forcément d'une connaissance préalable. Donc là, la release de 2.3.0, elle est vraiment remarquable avec ceci. Donc l'arrivée du NLP1. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir poser des questions en langage naturel et avoir des réponses. C'est-à-dire que on va voilà. Donc on va poser des questions en langage naturel et en sortie on va récupérer des requêtes Cypher et donc des visualisations et donc des réponses à nos questions. Donc le but c'est qu'on n'a plus besoin de connaître Cypher, on a juste besoin en fait de poser des questions et ensuite d'avoir, si on souhaite, quelques petites compétences assez simples sur la partie data visualisation, si on veut par exemple un histogramme, un camembert ou ce genre de choses. Donc on va commencer concrètement. Donc on va lancer notre instance locale Neo4j. Donc on va tout faire en direct. Voilà, et ici donc j'ai ma base de données connaissances que je vais démarrer. Donc ça va prendre quelques instants. Donc ça ne demande pas forcément beaucoup de ressources.
puisqu'après les gros traitements vont se faire via des appels d'API à OpenAI. Donc vous voyez, là je fais tout en direct. Ma base est en train de démarrer. Et ensuite, je vais vous exposer comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça marche. Je pense que ça va pas tarder à être up. Voilà, on a une base qui est up. Et à quoi ressemble cette base de données? On va aller demander via la librairie APOC à quoi ressemble cette base de données, puisqu'en fait c'est vraiment le nœud du problème, il faut bien comprendre la chose. Voilà, alors à quoi ressemble notre graphe? Donc là il va aller inspecter tout l'ensemble de la base de données et me sortir à quoi ressemble notre base. Quelles sont les entités, quelles sont ce genre de choses. C'est très important de bien comprendre cette partie-là, puisque c'est ce qui va conditionner toute la suite de la démonstration et du concept. Donc là, il est en train de tout inspecter. Je vais mettre en pause le temps de charger la réponse. Voilà, on a eu la réponse à notre question. Donc ça, c'est le modèle de données, c'est la façon dont est organisée notre base de connaissances. Donc par exemple, on voit qu'on dirait qu'il y a un nœud assez central qui est l'application, et autour, il y a tout un ensemble de choses qui gravitent. Et donc c'est ce qu'on va utiliser en fait pour inspecter et répondre à des questions. Ça, c'est la façon dont est structurée notre base de connaissances. Donc ce qu'on va faire maintenant, il faut bien avoir conscience, c'est qu'on va demander au large language model, on va poser des questions et il va venir regarder ce graphe et en déduire les requêtes Cypher qui vont bien. Donc là maintenant qu'on a fini avec le knowledge graph, donc vous voyez, il est assez important, ou bien remarquer également que à part la structure du graphe, il n'y a pas de données dedans, c'est juste la description de la façon dont les données sont organisées entre elles. C'est très différent et il faut vraiment bien comprendre ça. C'est-à-dire que quand on va demander à OpenAI de comprendre et de répondre à des questions, il va jouer avec les entités, mais pas avec le contenu des données qui sont dessous. Donc ça, c'est vraiment fondamental, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que les données restent sur place, sauf celles du métagraphe. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un petit tableau de bord from scratch, et je vais vous montrer l'intégralité du processus. Donc je viens sur mon navigateur et je vais le lancer donc avec NeoDash. Je vais créer un nouveau tableau de bord et on va dérouler l'intégralité du processus. Donc je vais me connecter en local, mes données sont sur ma machine et elles ne vont pas bouger, elles ne vont pas transiter, sauf le métaschéma. Donc je me connecte et je vais venir regarder un petit peu les plugins qui m'intéressent. Donc il y a plein de super plugins, super cool. Le style, les widgets, etc. Les report actions, ça c'est quelque chose qui est nouveau. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les NLP, donc utiliser le langage naturel pour générer des requêtes Cypher dans NeoDash et se connecter à un LLM sous un API. Donc là, on va se connecter à celle de OpenAI, pour l'instant c'est celle qui est supportée. On va laisser NeoDash utiliser le database schema, ce que je vous ai montré tout à l'heure, et on va générer des requêtes automatiquement. Donc pour cette raison-là, on a besoin d'APOC, puisque c'est APOC qui va générer, on va dire, le métamodèle de notre knowledge graph. Voilà, donc là, on l'a activé. Maintenant, on va avoir un problème, c'est que OpenAI, évidemment, ce n'est pas gratuit. Donc, je vais devoir choisir un provider et surtout mon API key. Donc, je vais en générer une pour l'occasion.
Donc là, on va regarder. Donc ça, c'est mon usage courant. On va voir, donc bien prendre notice, hein. Donc on est comme ça. Et je vais générer une nouvelle clé. On va l'appeler démo NeoDash. Là, je prends la clé, et puis après, je la jetterai à la fin de la démo. Donc, ok. Je vais venir l'injecter ici, et ensuite, je vais venir introspecter, demander par API de quel modèle je peux disposer. Et donc là, on voit que malheureusement, je n'ai pas de GPT-4, donc on va travailler avec du GPT-3.5 Turbo, qui est très rapide, mais qui est moins intelligent que GPT-4. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le modèle le plus, entre guillemets, le plus simple. Donc là, vous voyez derrière, il y a plein de paramètres. Souvent, on met la taille du contexte, donc CSK par exemple. Nous, on va prendre sur la partie la plus simple, pour une bonne raison, je vais vous voir. On va faire en sorte que ça ne marche pas, et on va comprendre pourquoi. Donc je me mets sur GPT-5 Turbo, et je vais me lancer sur un nouveau rapport. Alors, voilà comment ça se présente. J'ai mon interface texte. Alors, combien est-ce qu'on a de virtual machine, par exemple? Donc là, je prépare ma requête en langage naturel. Je vais lui demander de me la traduire en Cypher en utilisant le métagraphe de données qu'on a. Et ensuite, une fois que j'aurai ce Cypher, je pourrai l'exécuter pour passer à la partie data viz, reporting, etc. Donc, ce qui est important de noter, c'est que la partie traduction, elle se fait qu'une fois à l'élaboration de la requête. Après, on l'oublie. Donc, on va voir si on a du succès avec ça. Et donc là, on a une erreur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une erreur 400. Donc, en fait, c'est vachement intéressant. Ce qui se passe, en fait, c'est que le métadonnées, le métamodèle est gros et qu'il dépasse les capacités de contexte de notre modèle d'API. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir l'upgrader. Donc, pareil, je récupère les modèles dont je dispose et je vais en prendre un petit peu plus gourmand. Donc, un petit peu plus cher aussi, mais un peu plus intelligent. Et donc là, il doit être en mémoire, je l'espère, de prendre l'intégralité du graphe de données et de générer intelligemment une requête en espérant que ça aboutisse. Donc voilà, là j'ai changé mon contexte et je reviens sur mon tableau de bord et je repose ma question. Donc là, combien est-ce qu'on a de virtual machine? Là, j'appelle OpenAI et là, il me répond. Donc il me répond avec un cipher. Est-ce que ce cipher marche? On va vite savoir. Donc là, on passe à la partie exécution. Donc vous voyez là, j'ai un layout de type graphe. En ce qui nous concerne, ça va être suffisant. Donc la requête n'est pas super intelligente, mais est-ce qu'elle marche? Et voilà. Donc là, ce qu'on a vu, c'est que en fait, on a fini la démo, entre guillemets. Donc on a fait générer, donc je reviens depuis le début, on a une question en langage naturel, la mieux formatée possible. Je lui demande une traduction en Cypher, parce que par exemple je ne sais pas faire de Cypher ou que je n'ai pas le temps. Donc il va me traduire ça en Cypher. Donc là il appelle OpenAI avec le modèle GPT-3.5 Turbo, mais avec un gros contexte. Sinon ça ne passe pas, comme vous avez pu le voir. Donc là ça a des incidences. On peut se poser des questions sur la taille du graphe, etc. sur notre considération. Et ensuite je joue mon rapport, et après je fais du tuning par rapport à ce qui m'intéresse en fait. Donc voilà, ça clôt la démo du tableau de bord. Et du coup, ça ouvre beaucoup de perspectives. Je reviens sur la partie billing. Alors non, c'est usage. Voilà, usage. Donc là, on voit que par rapport à tout à l'heure, eh bien oui, la consommation a augmenté. Et si je veux aller voir un petit peu le détail, on va voir la nature de la consommation. Donc là, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait 3 requêtes. Donc vous avez pu le voir en direct. Et on voit
eh bien, le modèle que j'ai utilisé et le nombre de tokens. Donc le nombre de tokens, si vous voulez, c'est la taille, en fait, c'est ce qui est impacté par la taille de notre métamodèle, et c'est ce sur quoi on va être facturé. En gros, c'est la complexité qui a été mise en œuvre pour répondre à la question. Donc vous voyez que ce que ça lève comme question, en fait, c'est super intéressant, c'est que au plus on va répondre à des questions d'ordre général, au plus on va avoir ici, en l'occurrence, une instance qui est très grosse, mais très intelligente. On peut poser des questions très générales et avoir des réponses très précises, mais ça vient avec un coût. Donc ça, c'est une première approche, et ça lève pas mal de questions par la suite sur le rapport entre intelligence, coût et rapidité de réponse. Malheureusement, pour l'instant, j'ai pas accès à GPT-4, mais j'ai hâte de voir un peu la complexité des questions qu'on peut lui soumettre et l'intelligence qu'on peut générer. Je le rappelle, une fois qu'on a posé une question une fois, c'est comme avec les êtres humains, c'est mieux de se rappeler de la réponse, parce que sinon il va falloir repayer pour avoir exactement la même réponse. Donc ça lève des questions vraiment super intéressantes et liées à la performance. Et ce qui est amusant, c'est que on peut du coup mettre en parallèle un coût humain et un coût machine, un coût de processing. Et du coup, le coût de l'intelligence devient palpable. Et on peut même le mesurer. On a des tableaux de bord comme je viens de le montrer ici. Et c'est vraiment extrêmement intéressant. Et ça lève beaucoup d'autres questions sur comment organiser les questions et même le SI. Donc voilà pour la démo NeoDash avec OpenAI. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que eh ben, je vais supprimer ma clé. Donc voilà, je la supprime. Et puis ça va clore la démo de NeoDash. Donc je vous encourage vivement à suivre les actualités de NeoDash, parce que ça lève beaucoup de questions, beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de potentiel. Et donc voilà, ça clôt la démo d'installation NeoDash avec OpenAI.